La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion sur le rapport de la commission mixte paritaire du projet de loi prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste. La parole est à M. Pascal Popelin, rapporteur de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues, moins d'une semaine après l'odieux attentat qui a ensanglanté la ville de Nice, le jour de notre fête nationale, au terme d'une vingtaine d'heures de débat à l'Assemblée nationale puis au Sénat, j'ai l'honneur d'être en mesure de vous présenter ce matin le texte résultant de l'accord trouvé hier soir par la commission mixte paritaire avec nos collègues sénateurs, fixant les modalités de prorogation de l'état d'urgence pour une durée de 6 mois. Cet accord conclut un processus engagé depuis mardi par le Parlement, sur lequel mon collègue Michel Mercier, rapporteur au Sénat, et les présidents des commissions des deux chambres, Dominique Raimbourg et Philippe Bas, travaillons avec le gouvernement depuis vendredi dernier. Je veux y associer nos administrateurs, dont la compétence et la capacité à travailler bien dans des délais impossibles se sont une nouvelle fois illustrés. Durant ces longs échanges, menés dans le respect et la confiance, nous n'avons eu de cesse de penser à toutes les victimes et à leurs familles. Celles de Nice, bien sûr, mais aussi toutes les autres qui les ont douloureusement précédées. Nous n'avons été animés que par un seul souci, celui d'œuvrer au renforcement de la sécurité des Françaises et des Français, tout en ayant conscience qu'aucune loi ne peut abolir la folie, garantir un risque zéro. Nous avons eu aussi pour préoccupation de donner à celles et ceux qui ont pour mission de nous protéger, policiers, gendarmes, militaires, services de renseignement de ces forces, magistrats, les moyens de droit les plus opérationnels pour agir dans le respect de ce qui fonde depuis plus de 2 siècles le pacte social de notre nation et plus généralement de toutes les démocraties. Je veux en quelques mots dire le contraste que j'ai ressenti entre le sérieux, la précision et la sincérité du travail que nous avons mené loin des caméras et des micros, qui permet aujourd'hui d'aboutir à une nouvelle amélioration de nos outils de lutte contre le terrorisme. Ce contraste avec le tumulte, les excès parfois insoutenables d'un débat public dont j'exprime le regret qu'il ait été à ce point mal maîtrisé. En dépit de cette image déplorable, je continue de penser que le travail parlementaire que nous avons mené honore la démocratie. Et j'en viens donc à une présentation rapide de son contenu. Toute législation d'exception appelle un contrôle renforcé des pouvoirs confiés. Le président Raimbourg a proposé de compléter l'article 4.1 de la loi du 3 avril 1955 par des modalités précises de transmission des actes administratifs pris sur le fondement de l'état d'urgence. Nos collègues sénateurs ont adopté sans modification ces dispositions à l'article 1 bis et le président Bas a indiqué combien ce renforcement lui paraissait bienvenu. S'il ne saurait suffire à lui seul à garantir la survenue de nouveaux attentats, l'état d'urgence doit permettre une mobilisation inédite des forces de l'ordre. Au moment de la déclaration de l'état d'urgence, le président de la République et le gouvernement avaient fait le choix de permettre aux préfets d'ordonner des perquisitions administratives. Cette mesure a été massivement utilisée. Si la loi du 20 mai 2016 n'avait pas reconduit cette autorisation, c'est parce que la décision du Conseil constitutionnel du 19 février 2016 avait censuré la faculté de copier des supports informatiques lors de ces perquisitions, leur faisant perdre beaucoup de leur intérêt. L'article 2 du projet de loi crée donc un nouveau régime de saisie des données et des matériels informatiques dont la commission mixte paritaire n'a pas remis en cause l'économie générale.
Nous sommes aussi tombés d'accord sur des modalités de renforcement des outils de l'état d'urgence. À cet égard, l'article 1er ter est important car il ouvre la possibilité au préfet d'ordonner des contrôles d'identité et des fouilles de bagages et de véhicules sans réquisition préalable du procureur de la République. C'est un assouplissement conséquent qui restera bien entendu limité à la durée de l'état d'urgence. Dans un souci bienvenu de respect de l'état de droit, il a semblé opportun aux sénateurs de légaliser la jurisprudence relative à la présomption d'urgence pour les recours en référé contre les mesures d'assignation à résidence. Tel est l'objet de l'article 2 bis A. Outre les dispositions modifiant la loi du 3 avril 1955, 11 autres mesures intéressant la procédure pénale ou d'autres domaines forment un volet spécifique du projet de loi dédié à la lutte antiterroriste. L'article 3 prévoit des modalités d'aménagement de peine des personnes condamnées pour terroristes. Sur ce point, nous nous sommes entendus avec les sénateurs pour limiter à la suspension et au fractionnement des peines privatives de liberté, au régime de la semi-liberté et du placement à l'extérieur, ainsi qu'au crédit automatique de réduction de peine, les dispositifs dont ne pourront plus, si tant est qu'ils aient un jour bénéficié, les personnes condamnées pour terrorisme. Un article 4 qui donne une base légale plus complète à la vidéosurveillance des prisonniers placés en détention provisoire, a été introduit. Nous l'avions fait ici, mardi soir, dans cette Assemblée. L'article 6 augmente la durée maximale d'assignation à résidence pour les personnes de retour d'un théâtre d'opération à l'étranger de groupements terroristes. C'est cette solution qui a été privilégiée à la création d'un délit systématique, dans la mesure où l'association, le crime individuel terroriste, pardon de ne pas avoir trouvé la bonne formule, permet la judiciarisation de ceux pour lesquels on dispose des éléments nécessaires, et pour les autres, il est nécessaire de disposer d'un temps pour recueillir les éléments susceptibles de pouvoir procéder ensuite à la judiciarisation. L'article 6 bis supprime la durée limite de l'interdiction de sortie de territoire. L'article 7 allonge les délais de détention provisoire seulement pour les mineurs de plus de 16 ans mis en cause dans des procédures terroristes. Je précise que cela concerne à ce jour une dizaine de cas seulement, qu'il est difficile aux magistrats d'isoler de leurs complices majeurs. L'article 8, dans la nouvelle rédaction adoptée par le Sénat, augmente de nouveau le quantum des peines applicables aux crimes terroristes, sans toutefois, et le Sénat lui-même, entre la commission et la séance, y a pourvu, modifier la hiérarchie des peines qui aurait posé, dans cette hypothèse-là, un problème majeur. L'article 10 rend automatique la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour les condamnés terroristes étrangers, sauf décision expresse et motivée du juge. C'est le même mécanisme que celui que nous avons récemment adopté dans le projet de loi dit Sapin II. Les articles 11 et 11 ter corrigent opportunément quelques rares imperfections de la loi renseignement du 24 juillet 2015, imperfections constatées dans sa mise en œuvre. Et je ne vois pas ce qu'il y a de comique sur le sujet. Je vous assure que pratiquant au quotidien la mise en œuvre de cette loi, c'est une loi bien faite et une loi efficace. Et en matière de renseignement, mes chers collègues, vous feriez mieux, compte tenu de ce qui a été fait au cours du quinquennat précédent, de faire preuve d'un peu plus de modération. L'article 11 bis. Allez. Consécutivement au débat à l'Assemblée nationale, je vous rappelle que l'on discute d'un texte sur lequel il y a accord d'autorisation de l'armement des policiers municipaux. Les articles 11 quater et 11 quinquies intéressent la réserve évoquée par le Président de la République et le Gouvernement. Le premier étend la réserve civile à la police nationale et aux anciens adjoints de sécurité, tandis que le second augmente les durées maximales d'activité dans les réserves militaires, de sécurité civile, sanitaire ou de police nationale. Il y aura un amendement technique sur le gouvernement, proposé par le gouvernement, qui est justifié par le temps extrêmement court dans lequel ce dispositif a été adopté par un amendement au Sénat au cours de la séance hier après-midi. Enfin, l'article 11 sexies inséré par les sénateurs prévoit que le Conseil supérieur de l'audiovisuel devra superviser l'élaboration d'un code de bonne conduite pour la couverture audiovisuelle des actes terroristes. Mes chers collègues,
Ce qui vous est proposé me semble solide, sérieux, utile, respectueux des principes de notre démocratie. Je vous invite à l'approuver massivement dans l'intérêt de la France et de la Nation, qui doit pouvoir continuer de vivre dans le respect des valeurs qui ont fait le rayonnement de notre pays. Merci, Monsieur Poplin. La parole est à Monsieur Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. Mais vous avez le droit, Jean-Marie Le Guen, s'il vous plaît. Franchement, soyez aimable. Allez-y, Monsieur le ministre. Bon, Monsieur le Président. Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, une semaine après l'attentat de Nice, l'émotion reste intense, immense dans notre pays. En visant la France un 14 juillet, en tuant aveuglément 84 innocents, le terrorisme s'en est pris aussi à nos symboles, à notre devise, à nos valeurs. La volonté du gouvernement est claire, et je sais qu'elle est partagée par la représentation nationale. Nous ne laisserons pas le terrorisme diviser notre pays, nous ne laisserons pas le terrorisme fragiliser notre société, nous ne laisserons pas le terrorisme fissurer la République. Dans ces moments-là, il n'y a pas de place pour la division, il n'y a pas de place pour la dispersion. Et je crois qu'en nous réunissant ce matin pour examiner les conclusions de cette commission mixte paritaire sur le projet de loi de prolongation de l'état d'urgence, nous faisons la démonstration de cette unité face à la terreur. En quelque sorte, nous sommes effectivement à la hauteur de ces événements. L'unité, ce n'est pas l'absence de débat, de contrôle ou d'évaluation. Mais je tiens à le dire, le débat, ce n'est pas la remise en cause systématique de l'action de l'État, de nos forces de l'ordre, de nos services de renseignement à laquelle certains peuvent se livrer. La France est une démocratie vivante, c'est sa force. Et le débat a eu lieu mardi soir, ici à l'Assemblée nationale, hier soir au Sénat. Tous les arguments, toutes les propositions ont pu être écoutées. Le gouvernement a accepté que son texte évolue et je me réjouis qu'un accord ait pu être trouvé entre les deux assemblées. Un accord. L'unité de la nation, de ses représentants face au terrorisme, c'est ce que les Français exigent de nous. La responsabilité de l'État, du gouvernement, du Parlement, notre responsabilité collective, c'est d'abord de prévoir les moyens humains et les outils juridiques nécessaires à une lutte efficace contre le terrorisme. Concernant les moyens humains, vous le savez, le président de la République a décidé de maintenir l'opération Sentinelle, mobilisant ainsi 10 000 militaires. Cela permettra prioritairement d'assurer le contrôle des flux aux frontières, dans les gares, dans les aéroports et de sécuriser les grands rassemblements estivaux. Cette présence sera rééquilibrée entre Paris et les régions. Nous avons décidé aussi de mobiliser la réserve opérationnelle civile qui compte déjà 12 000 volontaires. C'est essentiel pour venir en aide à des forces de l'ordre déjà évidemment usées, éreintées, mais toujours engagées au sens de leurs responsabilités et du service de l'État. Donner à nos forces de l'ordre les moyens d'agir après cet attentat, c'est aussi l'objectif du projet de loi que nous examinons aujourd'hui. L'état d'urgence, c'est un régime réactif et efficace. Il a fait ses preuves. Depuis le 14 novembre 2015, ce sont 3 594 perquisitions administratives qui ont été menées. Elles ont permis la saisie de 756 armes. Elles ont conduit à l'ouverture de 600 procédures judiciaires. C'est pourquoi le président de la République a décidé sa prolongation dans la nuit du 14 au 15 juillet. Cette prolongation a nécessité un travail intense des deux assemblées. Et je tiens à remercier le président de l'Assemblée nationale qui a permis l'examen de ce texte dans les meilleures conditions. Je souhaite également remercier le président Dominique Raimbourg qui a réuni la commission des lois dans les meilleurs délais mardi
le rapporteur Pascal Popelin, qui a joué un rôle essentiel pour l'aboutissement de cette commission mixte paritaire. Je crois que, lors de nos débats, nous avons su, gouvernement et parlementaires de toute sensibilité, nous retrouver le plus souvent sur l'essentiel. Ce travail a permis d'enrichir le texte initial de plusieurs dispositions nouvelles. Le texte qui vous est soumis ce matin repose sur 2 piliers: un renforcement de l'état d'urgence d'une part et une consolidation des mesures de droit commun de lutte contre le terrorisme d'autre part. Le premier pilier, celui de l'état d'urgence, a été enrichi par les 2 assemblées. Tout d'abord, en étendant la durée de cette prorogation de 3 à 6 mois. Suite aux décisions du Conseil constitutionnel, le gouvernement avait assorti les perquisitions administratives d'un régime de saisie des données numériques. À l'initiative de l'Assemblée nationale, la retenue sur les lieux de la personne faisant l'objet d'une perquisition administrative sera désormais possible. Vous avez adopté une mesure permettant les fouilles de bagages, de véhicules et contrôles d'identité. Le Sénat y a également travaillé et un accord sur ce point a pu être trouvé en CMP. Le second pilier relève de l'initiative du Parlement. Il démontre combien les parlementaires se sont saisis de cette question de la lutte antiterroriste. Certaines mesures viennent consolider l'infraction d'association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, qui est la clé de voûte de la politique pénale en matière de lutte antiterroriste. D'autres légalisent la pratique d'ores et déjà mise en œuvre par le juge concernant l'application des peines dans la lutte pour des faits de terrorisme. D'autres encore consolident les mesures de la loi Renseignement dans le domaine de la lutte antiterroriste. Mesdames et messieurs les députés, les Français attendent de nous une réaction à la hauteur de l'attaque que nous avons subie. Ils ne comprennent pas que l'on puisse nourrir de vaines polémiques. Ils savent parfaitement que la situation est complexe, que le combat pour l'éradication du terrorisme est long et qu'il fera peut-être encore des victimes sur notre sol. Et je crois que le débat que nous avons eu répond à cette exigence. Je veux encore une fois saluer votre travail, celui de vos collègues sénateurs, car dans votre immense majorité, vous avez examiné ce texte avec l'envie d'apporter des solutions, des outils concrets à nos forces de l'ordre et de renseignement. Vous avez examiné ce texte avec l'exigence de responsabilité et d'unité qui doit être celle de tous les républicains quand la cohésion nationale est menacée. Au moment où vous vous apprêtez à adopter ce texte, je veux enfin vous dire que le Président de la République, le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur sont absolument déterminés à tout mettre en œuvre pour remporter la guerre contre le terrorisme. Je tiens aussi, au nom du gouvernement, à remercier les forces de l'ordre qui, sous l'autorité du ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, auquel j'apporte mon entier soutien, agissent chaque jour, parfois au péril de leur vie, pour combattre les terroristes. Nous reporterons ce combat. Les mesures de cette loi nous y aideront. C'est la raison pour laquelle je vous appelle à apporter une large majorité au texte qui vous est soumis aujourd'hui. Je vous remercie. Merci, monsieur le secrétaire d'État. Nous en venons à la discussion générale. La parole est à monsieur le président André Chassaigne pour le groupe Gauche démocrate et républicaine pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, chers collègues. De manière très solennelle, mes chers collègues, je veux d'abord vous faire part de mon amertume, pour ne pas dire mon écœurement, devant le spectacle donné par une partie de la classe politique depuis l'attentat sanglant de jeudi dernier. Les invectives, les amalgames, les surenchères sécuritaires, les tractations politiciennes menées ici même et au Sénat non seulement ne sont pas à la hauteur de la situation, mais rabaissent notre démocratie. La réalité, vous savez que je préfère vos sifflets à vos bravos. La réalité devrait s'imposer à chacun de nous.
Cela a d'ailleurs été dit par le Premier ministre lui-même, l'état d'urgence n'empêche pas les attentats. La seule réponse sécuritaire de court terme est vouée à l'échec. Face au fléau que constituent les attentats à répétition et à la douleur des victimes, le courage politique impose un discours de vérité. Les députés du Front de gauche l'affirment, il faut sortir de l'état d'urgence et mettre fin à ce régime d'exception, attentatoire par nature aux libertés et aux droits fondamentaux. Ce régime d'exception, qui a pu être nécessaire pour une période limitée, dans un cadre strictement défini, a perdu de son efficacité. D'ailleurs, des réserves ont été émises par de nombreuses associations de défense des droits de l'homme, le Défenseur des droits, des institutions internationales ou encore les rapporteurs de la commission d'enquête sur la lutte contre le terrorisme. L'horreur à laquelle nous avons été confrontés il y a une semaine ne change rien à ce constat. La peur n'est jamais bonne conseillère, encore moins quand elle est alimentée et instrumentalisée. Les Français attendent de leurs dirigeants sang-froid, lucidité, responsabilité. Sur le court terme, notre législation est aujourd'hui largement suffisante pour répondre à la menace terroriste. Elle a d'ailleurs été maintes fois remaniée et complétée, durcie, parfois même, nous avions dit, de manière abusive, afin de l'adapter aux nouvelles formes de terrorisme. Dans ce court terme, l'enjeu réside davantage dans le renforcement des moyens humains et matériels de nos services de renseignement et de nos autorités judiciaires spécialisées, davantage que dans le renforcement de l'arsenal répressif. Combattre le terrorisme nécessite avant tout un accroissement des effectifs de police et de renseignement, des douanes et de la justice, affaiblis sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Au-delà, nous avons la responsabilité d'analyser, de comprendre pour construire, pour apporter des réponses globales afin de conjurer le terrorisme comme mode d'action politique. Il s'agit là d'un objectif bien plus utile que celui d'éradiquer des ennemis avec des moyens qui les font au contraire se multiplier. D'abord, pour empêcher de nouveaux recrutements sur notre territoire, la déradicalisation apparaît sur le court terme indispensable, prioritaire. Empêcher la radicalisation l'est encore plus sur le moyen terme pour cesser d'alimenter en chair à canon les rangs de Daesh. Comprenez bien que nous sommes désormais confrontés à des individus isolés, des fous, qui cherchent une cause juste pour justifier des actions suicidaires. Comme le dit le politologue Olivier Roy, je le cite, « Aujourd'hui, Daesh fascine tous ceux qui sont en recherche de radicalité et ou de suicide. Ils souhaitent inscrire leur action dans le grand narratif de Daesh. » C'est pourquoi, je tiens à le dire ici, il est de la responsabilité des médias et des politiques de ne pas alimenter cette quête d'héroïsme et de son quart d'heure de célébrité. Sur le plan international, la lutte pour anéantir Daesh est une lutte sur le plus long terme. Certes, ça a d'ailleurs été dit par beaucoup d'intervenants, fort justement, sur tous les rangs il y a 2 jours. Certes, l'État islamique a perdu du terrain, mais son éradication sera longue. Elle nécessite la mise en place d'une forte coalition sous l'égide de l'ONU avec tous les acteurs de la région. Le combat contre le terrorisme nécessite une stratégie claire, globale, collective contre Daesh et tous les combattants djihadistes. Ce serait une erreur grave de riposter à la violence terroriste sans stratégie politique visant le retour de la paix et le développement de toute la région. Cela permettrait au contraire à Daesh d'atteindre ses buts de guerre. Je le redis pour conclure avec solennité, et je pourrais dire aussi avec l'humilité qu'exige cette situation très complexe, même si on ne partage pas tout, si on n'a pas les mêmes appréciations sur les réponses à apporter, je crois qu'il nous faut de l'humilité plus que d'invective. Nous ne serons pas en mesure d'offrir la sécurité légitime à laquelle notre peuple aspire sans résoudre ces questions qui vont bien au-delà de nos frontières. Parce que l'état d'urgence doit être seulement considéré comme un nécessaire moment transitoire. Parce qu'on ne peut pas justifier les abus comme étant des effets collatéraux acceptables dans un état de droit. Parce que notre droit commun nous fournit les outils juridiques nécessaires pour lutter contre le terrorisme, nous devons sortir, c'est ce que pensent les députés du Front de gauche, et je sais d'autres progressistes dans cette Assemblée, nous devons sortir de l'état d'urgence et penser une réponse globale pour prévenir de manière pérenne la menace terroriste qui pèse sur notre pays. Et je dirai encore une dernière fois, détermination, de la conviction et beaucoup d'humilité face à tout ça. Merci, Monsieur Chassaigne.
Pour le groupe socialiste, écologiste et républicain, la parole est à Monsieur Yves Goasdoué. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, l'avis du Conseil d'État rendu sur le projet de loi qui nous occupe est éloquent. La poursuite de l'état d'urgence est nécessaire, adaptée, proportionnée et par suite justifiée. L'Assemblée nationale et la Haute Assemblée ont, à de très larges majorités, validé cet avis. Encore fallait-il que le contenu de l'état d'urgence soit adapté à la mesure de la menace terroriste qui nous frappe. Aux organisations criminelles structurées en réseau s'ajoute aujourd'hui, nous l'avons bien vu, s'agissant de la promenade des Anglais à Nice, l'action de fanatiques isolés usant d'armes par destination. Il fallait donc que notre arsenal juridique puisse assurer aux Françaises et aux Français une protection maximale. Cette protection doit, c'est l'essence même de la République, s'effectuer dans le cadre de l'état de droit, sans rien sacrifier aux principes fondamentaux qui font de la France le pays des libertés. Il ne doit y avoir de place pour une législation d'exception. L'exercice est périlleux et je veux remercier nos deux assemblées pour la tenue de nos débats qui, à quelques exceptions près, a été, je le crois, à la hauteur des attentes et de la peine des Français. Je veux remercier notre rapporteur et le président de la commission des lois pour leurs initiatives. Je veux enfin remercier tous les membres de la commission mixte paritaire qui ont permis, dans la nuit, que la nation exprime son unité au travers d'un texte commun. J'ai remercié les assemblées. Je veux être précis et dire aux Françaises et aux Français en quoi ce renouvellement de l'état d'urgence va donner de nouvelles armes aux forces de l'ordre et aux magistrats. S'agissant des moyens d'action sur le terrain, les préfets pourront directement faire procéder à des vérifications d'identité, des fouilles de véhicules dans des lieux et pour le temps nécessaire à la gestion de la menace ou à l'organisation de grandes manifestations. Les cortèges, défilés et réunions sur la voie publique pourront être interdits s'ils ne peuvent être sécurisés. Je dois dire que dans notre esprit, ceci ne vise pas les manifestations qui restent sous l'empire du droit commun. Le recueil de données téléphoniques et informatiques pourrait être étendu à l'entourage d'une personne déjà visée par cette mesure. Elle permettra de démanteler plus rapidement, plus facilement les réseaux et donc de prévenir les passages à l'acte. Chaque personne écoutée, naturellement, devra être nommément désignée. Les perquisitions permettront, ceci a été dit, d'exploiter sous le contrôle et l'autorisation préalable du juge administratif les données informatiques. La CMP a renforcé ce dispositif en allégeant, ou en allongeant plus exactement, le délai de restitution des supports informatiques lorsque leur exploitation s'avère difficile. Enfin, le placement en assignation de résidence des personnes revenant des théâtres d'opération, aujourd'hui prévu pour une durée maximale de 1 mois, pourrait être prorogé jusqu'à 3 mois. S'agissant de la répression judiciaire, les délinquants condamnés pour des actes de terrorisme ne pourront plus bénéficier de remise automatique de peine, pas plus que de l'exécution fractionnée de cette peine, pas plus que de mesures de semi-liberté. Le quantum de la peine pour organisation ou direction d'une entente à des fins terroristes passe de 20 à 30 ans. Enfin, l'interdiction de séjour sur le territoire français, soit à titre définitif, soit pour 10 ans, sera la règle pour les personnes s'étant rendues coupables d'une infraction à caractère terroriste. Il importe, ceci a été dit par beaucoup de collègues et rappelé hier par le Président de la République, de mobiliser le peuple de France. Ainsi, la prolongation de la durée maximale de l'activité dans les réserves de l'armée, de la sécurité civile, sanitaire ou de la police nationale a été décidée.
Ces effectifs devraient constituer, selon les termes mêmes du Président de la République, une garde nationale. Mobiliser le peuple, c'est aussi l'informer en toute objectivité et impartialité. À cet effet, il a été décidé que le Conseil supérieur de l'audiovisuel élabore un code de bonne conduite relatif à la couverture médiatique des actes terroristes. Renforcement de l'état d'urgence, respect de l'état de droit, effectivité de cet état d'urgence au travers d'un renforcement sans pareil des moyens techniques, humains et financiers, le tout au service de la sécurité des Français. Voilà ce que votera le groupe socialiste, écologiste et républicain. Merci, Monsieur Goes-Doué. La parole pour les Républicains est à Monsieur Éric Ciotti. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, permettez-moi, au nom de notre groupe, de nous étonner de l'absence à la fois du Premier ministre, du ministre de l'Intérieur, du ministre de la Justice, pour un moment aussi important. L'unité nationale, elle se construit aussi dans le respect du Parlement. Je comprends ce matin que le ministre de l'Intérieur et d'autres ministres aient peut-être d'autres préoccupations ou d'autres sources de préoccupation avec les questions qui ont été posées par la presse. Si nous sommes là aujourd'hui, ce matin, c'est que la tragédie qui a frappé la ville de Nice vous a conduit à revoir ce que le jour même le Président de la République annonçait, avec un manque d'anticipation que les Français jugeront définitivement très sévèrement. C'est vrai qu'annoncer à 13 h que l'état d'urgence ne serait pas prolongé et que le dispositif Sentinelle serait affaibli traduisait une forme de manque d'anticipation, voire d'incohérence, quand on a entendu le Premier ministre après dire que des menaces avaient été déjouées sur l'euro. Ça veut dire qu'au moment où le Président de la République parlait, lui avait ces informations, nous ne les avions pas. Je crois que c'était un manque d'anticipation. Quant aux questions qui ont été posées, je veux dire qu'avec Christian Jacob et Guillaume Larrivé, nous avons écrit au président de la commission des lois pour demander que la mission de contrôle du Parlement joue son rôle. Le ministre de l'Intérieur a indiqué par rapport au débat, et moi je ne souhaite pas qu'il y ait de polémique dans ce moment, mais pour qu'il n'y ait pas de polémique, les Français ont droit à la vérité et à la transparence. Bien sûr, l'IGPN a été saisi, mais il faut que la commission des lois et le Parlement le soient également pour que toute la vérité soit faite. Il y a eu 84 morts, il y a eu plus de 200 blessés, il y a eu des milliers de personnes qui ont frôlé la mort, qui ont été traumatisées. Notre responsabilité, c'est d'apporter des réponses claires, totales, exhaustives, transparentes, dans la vérité. Nous allons dans quelques instants voter dans ce climat cet état d'urgence. Les Républicains prendront une nouvelle fois leurs responsabilités. C'est la 4e fois que nous prolongerons l'état d'urgence, c'est la 10e fois que nous voterons un texte contre le terrorisme. Des avancées importantes ont été obtenues grâce aux propositions des sénateurs et des députés des Républicains qui s'étaient coordonnés à la demande du président Nicolas Sarkozy pour dire que oui, nous prendrions nos responsabilités, mais pour autant que cet état d'urgence protège réellement les Français, qu'il ne soit pas fictif, qu'il ne soit pas virtuel, comme c'était le cas depuis le mois de mai dernier, mais qu'il y ait des dispositions précises et claires. Des avancées importantes ont été obtenues. La durée d'abord. Vous vouliez 3 mois, nous voulions 1 an, on est arrivé à 6 mois. Les perquisitions administratives, elles ont été réintroduites à la demande du gouvernement, mais comment, quelle erreur les avoir enlevées au mois de mai dernier? Quel manque là encore d'anticipation? Nous avons là aussi réintroduit les fouilles par un amendement que nous avons porté, les fouilles des véhicules, des bagages, le contrôle d'identité pour les policiers et les gendarmes. C'est une avancée extrêmement importante.
Nous avons réduit les possibilités d'aménagement de peine pour les condamnés pour terrorisme. Le Sénat a introduit une disposition importante permettant l'expulsion des personnes condamnées pour terrorisme de notre territoire. Le Sénat a également introduit la fermeture des lieux de culte. Voilà, ces avancées, c'est l'opposition républicaine qui les a portées. Dans cette responsabilité, c'est notre conception de l'unité nationale. Vous avez partiellement entendu l'opposition, mais bien entendu, beaucoup reste à faire, parce que sur des points essentiels, vous avez refusé de nous entendre. Vous considérez qu'on doit toujours rester dans le même cadre. Nous considérons que si notre pays est en guerre, et oui, la barbarie islamiste nous a déclaré la guerre, il faut aller plus loin, il faut changer de cadre, il faut changer de discours. Nous serons amenés, sur la proposition du président Jacob, à déposer au mois d'octobre, à la rentrée parlementaire, une proposition de loi qui intégrera notamment 2 dispositions essentielles, la rétention de sûreté et la rétention administrative, selon un principe de précaution essentiel et que vous avez refusé de venir. Mes chers collègues, nous avons pris nos responsabilités. Nous l'avons fait dans cette conception de la nécessité d'apporter à la lutte contre le terrorisme des réponses pertinentes. Nous serons toujours au rendez-vous de l'unité nationale, pour autant que cette unité nationale ne signifie pas inefficacité nationale. Merci, Monsieur Ciotti. Pour le groupe Union des démocrates et indépendants, la parole est à Monsieur François Rochebloine. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, voilà une semaine, 84 personnes perdaient la vie au cours d'un nouvel attentat qui a meurtri la France tout entière. Alors que notre pays est encore endeuillé, alors que nous pleurons nos morts, nous devons faire preuve de maturité politique, être à la hauteur des enjeux, nous hisser à la hauteur de notre histoire nationale qui redevient une nouvelle fois tragique. Dans ces circonstances dramatiques, la politique politicienne, les enjeux électoraux n'ont pas leur place. Dans un tel moment, la cohésion nationale est la seule attitude qui vaille. Elle est la première des priorités. Monsieur le ministre, c'est dans cet esprit que le groupe UDI a toujours soutenu le gouvernement dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, dans l'effort de guerre lorsqu'il s'agissait d'intervenir militairement, en votant chacune des lois proposées lorsqu'il s'agissait de renforcer notre arsenal antiterroriste qu'il convenait d'adapter à cette menace inédite. Nous ne sommes jamais tombés dans la surenchère, nous avons essayé d'avoir des propos à la hauteur des circonstances avec esprit de responsabilité. Au lendemain du 13 novembre, la prolongation de l'état d'urgence nous semblait évidente. Aujourd'hui, après 9 mois de perquisitions administratives, 9 mois d'assignation à résidence, une fois passés les faits déstabilisateurs liés à la surprise des opérations menées, cet état d'exception doit-il être prolongé? Convenez-en, Monsieur le ministre, vous nous demandez de valider la prolongation de l'état d'urgence au bénéfice du doute, car au fond, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de doutes planent autour de cette question. Quoi qu'il en soit, ainsi que l'a indiqué Jean-Christophe Lagarde en première lecture, ainsi que je l'ai rappelé à l'issue de nos débats dans la nuit du mardi à mercredi, les symboles comptent en démocratie et les symboles comptent encore plus en temps de guerre. Nous vous apporterons donc notre soutien et voterons en faveur du texte issu de la commission mixte paritaire, même si nous regrettons que la création d'une commission parlementaire de contrôle
de l'état d'urgence ne figure plus dans le texte et, pour ma part, nous en connaissons les responsables. En revanche, parmi toutes ces incertitudes, ce dont nous sommes certains, c'est que la prolongation de l'état d'urgence n'est qu'une infime part de la réponse. Nous devons à nos concitoyens un discours de vérité. Nous vivons un bouleversement de notre histoire et il faudra bien plus pour gagner cette guerre d'un genre nouveau qui s'en prend à notre société, à notre démocratie, à la vision universaliste, laïque et humaniste de notre nation. Monsieur le ministre, je vous le redis, seule une véritable stratégie de guerre claire, partagée, expliquée aux Français et soutenue par une action déterminée de l'État pourra créer la mobilisation nationale indispensable dans tout conflit pour l'emporter. Pour cela, nous devons organiser dès la rentrée un débat parlementaire sur la stratégie que doit adopter notre pays. Cette stratégie devra impliquer bien davantage que nos dirigeants nationaux. Elle devra mobiliser l'ensemble des Français. Au-delà des symboles, au-delà des efforts sécuritaires, c'est par l'éducation, c'est par la culture et le partage de l'histoire, c'est par la transmission des valeurs qui sont les nôtres et qui nous sont si chères que nous triompherons. Là est le combat que nous devons conduire dans les jours prochains, les mois, les années à venir, pour toutes celles et tous ceux qui sont tombés, pour les victimes et leurs familles, pour nos enfants et pour la France. Je vous remercie. Merci, Monsieur Rochebroine. Pour le groupe radical républicain, démocrate et progressiste, la parole est à Monsieur Stéphane Claireaux. Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, au nom des députés du groupe 2RDP, je me félicite que la commission mixte paritaire, convoquée par le Gouvernement, soit parvenue à un accord hier soir après l'adoption du projet de loi par le Sénat. Cela signifie que les délégués des députés sont parvenus, dans une certaine mesure, à calmer les ardeurs de nos collègues sénateurs, alors que les débats à l'Assemblée nationale, tant en commission que dans l'hémicycle, laissaient craindre que la route ait été complètement dégagée pour que nos collègues sénateurs, pourtant jaloux de leur statut de gardiens de liberté individuelle, introduisent des dispositions nombreuses et contestables, tant le droit du régime d'exception, qui est censé être celui de l'état d'urgence, que dans celui du droit commun, par la modification de dispositions des codes de la sécurité intérieure, de procédure pénale et du code pénal. L'examen de ce texte, en marche forcée, marche autorisée par l'article 42 alinéa 4 de notre Constitution, a été riche d'enseignements et nous amène à appréhender sous un jour nouveau la notion d'état de droit. État de droit dont le Gouvernement n'a cessé de rappeler qu'il incluait le régime de l'état d'urgence. Ce point de vue n'est pas partagé par l'ensemble de la doctrine. Je pense en particulier à l'analyse du professeur Olivier Beau, certes empreinte d'une vision tragique de l'histoire, mais non dénuée de rigueur. Mais faute de temps, je ne me lancerai pas dans cette controverse juridique. Je me contenterai de constater que les débats âpres en commission, ainsi que les débats tendus dans l'hémicycle, ont accouché d'un texte dont seulement 2 articles portaient sur une autre matière que l'état d'urgence, et que les débats policiers au Sénat, où nettement moins d'amendements avaient été déposés tant en commission qu'en séance plénière, ont produit un texte contenant pas moins de 16 articles, formant un nouveau titre 2 de la loi qui modifie le droit commun, la CMP ayant supprimé 2 de ces articles, l'article 5, relatif à la pénalisation du séjour à l'étranger sur un théâtre d'opération de groupements terroristes, et l'article 9, qui rétablissait la rétention de sûreté. Si nous considérons que l'élément fondamental de l'état de droit est le respect du principe de légalité des délits et des peines, la suppression de ces 2 articles est heureuse. Je vais donc tenter de me concentrer non pas sur les dispositions relatives à l'état d'urgence, qui finalement sont compromissoires, renforcement du contrôle parlementaire de l'état d'urgence, amputé du dispositif adopté à l'instigation de nos collègues du groupe UDI, mal aidés par le rapporteur du Sénat, facilitation de la fermeture provisoire de certains lieux de culte et l'interdiction de cortèges, défilés, rassemblements sur la voie publique, élargissement des conditions de contrôle d'identité et de fouille des bagages et des véhicules, perfectionnement du régime des perquisitions administratives, extension de l'application du régime modifié de l'état d'urgence aux collectivités d'outre-mer régies par le principe de la spécialité législative.
Le titre II contient pêle-mêle une disposition amoindrissante des possibilités d'aménagement des peines des personnes condamnées pour faits de terrorisme, un régime de vidéosurveillance dans les établissements pénitentiaires, le triplement de la durée maximale de l'assignation à résidence pour les personnes de retour d'un théâtre d'opérations terroristes à l'étranger, la suppression de la durée maximale de 2 années d'interdiction de sortie du territoire pour les Français, l'allongement à 2 et à 3 ans de la détention provisoire pour les mineurs mis en cause pour association de malfaiteurs avec une entreprise terroriste, incrimination dont la peine est par ailleurs aggravée, la double peine pour les condamnés étrangers pour faits de terrorisme, la transmission en temps réel des données de connexion des personnes menaçantes et identifiées comme telles. Les sénateurs ont par ailleurs assoupli les conditions dans lesquelles le préfet peut autoriser l'armement d'une police municipale, empiétant ainsi sur le domaine réglementaire du gouvernement. Ils ont également élargi l'assise de la réserve civile de la police nationale, allongé la durée de mobilisation des réservistes et prévu un code de bonne conduite du CSA. Les sénateurs ont réussi à réintroduire dans ce projet de loi certaines dispositions qu'ils avaient préalablement présentées sur d'autres textes sans succès. À l'évidence, certaines de ces dispositions souffrent de fragilité juridique, fragilité d'autant plus grande qu'elles sont dans le droit commun. À l'évidence, certaines de ces dispositions violent les libertés individuelles, et pas seulement celles des terroristes, n'en déplaise à notre collègue Wauquiez, pour qui la démagogie tient lieu de sens commun. Le Conseil constitutionnel ne sera pas saisi a priori, alors qu'une saisine par le Premier ministre permettrait de nettoyer cette loi de ses scories juridiques. Les QPC viendront immanquablement rectifier certaines de ces dispositions et ainsi affaiblir l'action administrative. Certains d'entre vous me reprocheront ma pusillanimité et me rétorqueront « Nous nous faisons la guerre, pas du droit ». Et je leur répondrai « Si faire la guerre suppose sortir de l'état de droit, pourquoi s'appuyer sur une législation que les circonstances exceptionnelles conduisent à écarter ?» Malgré ces observations, et fidèle à l'esprit républicain qui anime et animera toujours les radicaux, tout en regrettant que l'opposition se soit laissée à pousser l'avantage qu'elle tire des circonstances et de sa position majoritaire au Sénat, nous approuverons le texte du projet de loi tel qu'issu par les travaux de la CMP. Je vous remercie. Non, s'il vous plaît, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Alors, la discussion générale est close. Sur le vote du projet de loi, je suis saisi par le groupe Les Républicains d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Mais attendez, s'il vous plaît. D'abord, je donne la parole au président de la commission des lois qui me l'a demandé. Oui, mais je l'annonce parce que, comme vous le savez, ayant été député pendant très longtemps, il y a un délai entre le moment où le vote est annoncé et le moment où il a lieu. Allez, monsieur le président de la commission des lois. Non, je ne meuble pas. Monsieur le Président. Monsieur le Président, il ne s'agit pas d'une suspension de séance. Le seul président de l'Assemblée pour le moment, c'est moi. Monsieur le Président, mes chers collègues, un mot simplement pour faire suite à une demande qui m'a été formulée. Un mot en direction également de M. Ciotti et de M. Larrivé. Vous avez saisi la commission des lois d'une demande d'une série d'auditions sur ce qui s'est passé le 14 juillet à Nice. La réponse est évidemment oui. Nous procéderons à ces auditions. Nous y procéderons car nous suivrons la politique qui a été la nôtre, qui est celle d'à chaque fois d'essayer de mettre en place le contrôle parlementaire sur l'ensemble de ces événements. C'est une nécessité. Nous sommes dans une période qui n'est pas extraordinaire, mais qui sort de l'ordinaire. Il faut donc ce contrôle. Nous ferons donc toute la lumière sur l'ensemble des événements, les responsabilités des uns des autres, les responsabilités partagées des co-organisateurs, l'État d'un côté, la ville de Nice de l'autre, la police nationale d'un côté, la police municipale de l'autre, et nous organiserons ça ensemble et nous ferons ensemble que toute la lumière soit faite. Je vous remercie. Merci, monsieur le président de la commission des lois. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Oui. Merci, monsieur le président. Je veux simplement d'abord remercier tous les orateurs de ce matin, mais aussi en revenir, à mon avis, à ce qui a présidé l'essentiel des interventions, c'est-à-dire l'esprit de rassemblement. Et c'est effectivement, si certains s'en sont démarqués, ils le font dans des positionnements, mais en réalité,
ce que nous demandent nos compatriotes et ce qui peut-être amener un certain nombre à, malgré leur amertume ponctuelle sur telle ou telle disposition, à voter le texte, c'est parce qu'il y a une profonde exigence d'unité. Et cette unité, nous l'avons réalisée dans cette commission mixte paritaire d'une façon telle que, bien évidemment, elle ne sort pas du cadre, comme cela a été dit. Nous sommes dans le cadre de la Constitution et nous sommes dans le cadre des principes fondamentaux de la République. Et c'est cela que je voulais souligner. Souligner aussi que le président Chassaigne, qui, si j'ai bien compris, ne votera pas ce texte, l'a fait dans le cadre d'un esprit de responsabilité, en ne caricaturant pas les positions qui sont celles de ce texte, et je voulais le remercier pour cela. Et donc, s'il y a un paradoxe de voir un certain nombre de nos collègues qui ne partagent pas complètement les conclusions de la CMP se mettre au niveau de la situation, et que d'autres qui vont voter la CMP font tout pour essayer de faire croire qu'ils ne sont pas amenés à voter ce texte, il y a un paradoxe, et je leur renvoie ce paradoxe en me félicitant de l'unité qui s'est véritablement réalisée. Merci, monsieur le secrétaire d'État. Nous en venons au texte de la commission mixte paritaire. Conformément à l'article 113, alinéa 3 du règlement, je vais appeler l'Assemblée à statuer d'abord sur l'amendement dont je suis saisi. Amendement numéro 1, présenté par le Gouvernement. Vous voyez que tout arrive, il faut savoir attendre. Président, comment peut-on douter de la sagesse et du savoir qui est le vôtre? Donc, simplement, c'est un amendement de précision rédactionnelle qui concerne l'article 11 inquies, qui parle de la mobilisation de la réserve citoyenne et qui, évidemment, précise que cela fait sous réserve de l'accord de l'employeur s'agissant de personnes actives. Avis de la commission, monsieur Poplin. Oui, ce sera forcément l'avis du rapporteur, puisque la commission n'a pu être réunie sur ce sujet. Cette précision du Gouvernement correspond à l'état du droit applicable en la matière, puisque dès lors que les activités accomplies pendant le temps de travail dépassent 5 jours par an, le réserviste doit obtenir l'accord de son employeur. Donc ça me paraît être un amendement opportun afin de ne pas désorganiser les entreprises et les administrations qui emploient ces anciens militaires et gendarmes. Merci, monsieur Ledoux, pour répondre au Gouvernement. Merci, monsieur le président. Effectivement, c'est un amendement qui est opérationnel, si tant est que nous puissions dialoguer avec les organisations patronales pour fluidifier et pour faciliter l'entrée en réserve. Pourquoi? Parce que j'ai rencontré cette semaine beaucoup de chefs d'entreprise qui me disent que ce caractère est peu opérationnel aujourd'hui, surtout pour les très petites entreprises. Par ailleurs, il faut savoir aussi que lorsqu'un militaire est dans l'active et lorsqu'il sort de mission, il a quelques jours de récupération, ce qui n'est pas le cas pour le militaire de réserve, qui lui enchaîne avec sa vie civile. Et ensuite, on me signale aussi beaucoup de problèmes d'équipement pour les réservistes. Donc, ce n'est pas aussi simple que ça. Et je voulais faire savoir au gouvernement qu'il est important aujourd'hui de discuter avec le milieu patronal pour faciliter. Alors, il y a peut-être des incitations. Ça peut être par des allègements de charges. Ça peut être des incitations fiscales. Enfin, voilà, moi, je n'ai pas aujourd'hui cette solution-là. Mais il faut creuser cette piste. Sinon, ce ne sera pas opérationnel, comme vous venez de le dire à l'instant. Je vous remercie. Madame la présidente de la commission de la Défense, Madame Adam. Oui, puisqu'on parle de la réserve et que la Commission de la Défense y a particulièrement travaillé, je voudrais simplement préciser une chose, c'est que la plupart des réservistes sont employés dans les collectivités locales ou au sein de l'État. Et que le premier employeur, c'est l'État avec l'ensemble de ses fonctions, que ce soit la fonction publique hospitalière, fonction publique d'État ou collectivité territoriale. Et dans les observations qui sont les nôtres, les plus mauvais élèves ne sont pas les employeurs du monde civil, c'est l'État qui est celui qui libère le moins facilement ses salariés. Et j'espère que dans les conditions qui sont les nôtres aujourd'hui, l'État et les collectivités locales se montreront exemplaires et libéreront ces réservistes comme il le sera demandé par l'État lui-même. Et je veux le préciser. Et j'avais déposé d'ailleurs des amendements lors de l'examen de textes, en particulier la loi de programmation militaire, de façon à ce que l'État ne puisse pas, l'État et les collectivités, j'insiste, ne puissent pas se soustraire à cette fonction de réserviste. Ce n'est pas fixé dans la loi, mais c'est un problème d'éthique, tout simplement.
Et j'appelle les élus ici présents, l'État bien sûr, mais surtout les élus locaux, à se l'appliquer à eux-mêmes. Merci. Merci, Monsieur Gosselin, pour Oui, quelques mots sur cette réserve opérationnelle. Nous sommes quelques-uns dans cette enceinte à être réservistes opérationnels. Oui, je le revendique, c'est le moment. Et depuis de longues années. Et il y a de vraies difficultés pour les entreprises, pour les collectivités. Nous avons, quelles que soient les sensibilités, depuis de trop nombreuses années, une gestion en yo-yo de la réserve opérationnelle et des réserves de façon générale. Et je crois qu'il y a là un vrai chantier. Je souscris tout à fait à ce qui est souhaité aujourd'hui, la mobilisation de cette réserve opérationnelle, mais ne pas sous-estimer la difficulté de la formation, des moyens, ça veut dire aussi des formateurs, ça veut dire des locaux, ça veut dire du matériel. Il y a toutes ces questions qui se posent et donc un vrai chantier sur un statut, y compris pour les entreprises. Merci. Merci. Je mets aux voix cet amendement numéro 1. Quels sont ceux qui sont pour? Contre? Il est adopté. Nous allons maintenant procéder au scrutin. Je vais donc mettre aux voix le projet de loi. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 92, suffrages exprimés 92, majorité absolue 47, pour 87, contre 5. L'Assemblée nationale a adopté. Prochaine séance cet après-midi à 16h30. Prise d'acte soit du dépôt d'une motion de censure en application de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, soit de l'adoption définitive du projet de loi relatif au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. La séance est levée.